Donc bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, moi je me présente, je suis Aline Colodello, la directrice de la Fédération régionale des offices du tourisme. Et pour la petite histoire, dans les différents échanges que l'on avait avec Victor, je travaille dans le tourisme depuis plus de 30 ans et dans le tourisme institutionnel. J'étais directeur d'office du tourisme, effectivement, dans une belle commune de parc national au niveau des Hautes-Alpes pendant une dizaine d'années. Voilà. Et donc, du coup, au niveau de ce webinaire, eh bien, vous avez tous en fait les sons coupés, ce qui est normal puisqu'on va être aujourd'hui une soixantaine à être sur ce webinaire. Monsieur Mourizard va présenter l'ensemble du déroulé. Nous allons nous organiser comme ceci, c'est-à-dire qu'il va y avoir en premier lieu le déroulé du webinaire. Je vous invite à poser vos questions sur le chat. Nous allons les compiler et en fin de webinaire, de présentation, nous poserons les questions et nous y répondrons. Et également, vous aurez un temps également pour ceux qui souhaitent prendre la parole et soit apporter un retour de témoignage, soit poser vos propres questions. Et donc, nous sommes ensemble pour 2 heures et demie. Et Président, écoutez, je vous passe la parole. Merci Aline. Bonjour à tous, mes meilleurs voeux, en espérant que 2021 ne soit pas aussi catastrophique que 2020, parce qu'alors là, ça serait vraiment grave. Donc, comme diraient les autres, espérons, 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 pour que effectivement 2021 soit au moins une reprise de notre activité touristique. Donc, pourquoi ce webinaire? Effectivement, vous savez tous qu'il y a eu des élections municipales et que il y a eu un fort renouvellement, on va dire, en particulier des élus et donc des présidents d'office du tourisme lorsque ceux-ci émanent directement d'un conseil municipal. Et donc, on verra effectivement les différentes structures des offices du tourisme. Mais il nous a semblé opportun, et c'est un choix qui a été décidé dans le cadre d'un conseil d'administration, si j'ai bonne mémoire, durant le mois d'octobre, je crois. Donc, il a fallu le mettre en place. Nous ne sommes pas la première région à organiser ce type de webinaire, puisque les initiateurs furent la Haute-Savoie. Et on avait participé à cela avec Christophe Marché, dont je salue certainement la présence, puisque c'est notre directeur général adjoint d'ADN Tourisme. Donc, ce webinaire, c'est en fait un webinaire très technique sur le rôle des présidents et le binôme président-directeur. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que nous avons comme intervenant Laurent Deschaux, qui est un des deux conseillers juridiques à la fois d'ADN Tourisme et le conseil juridique et social de la fédération régionale, Laurent Deschaux, du cabinet Capstan, et puis l'homme qu'on ne présente plus, notre ami Victor Berlinguer, maire de Savines-le-Lac et qui a fait preuve d'un vécu, d'une expérience dans la gestion du tourisme depuis de longues années, et je souhaitais qu'il apporte la parole du vécu et de l'expérience. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé d'ADN Tourisme. ADN Tourisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fusion des strates du tourisme institutionnel jusqu'à mars 2020, jusqu'au 11 mars 2020. Il y avait 3 structures qui représentaient le tourisme institutionnel. La Fédération des comités régionaux de tourisme, c'était Destination Région. Il y avait les tourisme et territoires qui représentaient les agences départementales de tourisme. Et puis, il y avait OTF qui était l'émanation des offices du tourisme de France. Après quasiment 2 ans de travaux, nous avons réussi ce que d'aucuns pensaient impossible, et ce grâce à un certain nombre de gens qui sont autour de ce webinaire. Nous avons su et voulu, et heureusement, de par les temps qui courent, que nous avons une seule et unique voie du tourisme institutionnel, dont nous avons fusionné avec ADN Tourisme. Et ADN Tourisme, aujourd'hui, c'est plus de 1100 structures du tourisme et plus de 12 000 agents, 11 500 salariés, mais je croyais qu'on était dans les 12 000, etc. Parce que c'est un peu variable, etc. Bon.
Donc, ça, c'est la première structure qui a un travail important sur tout ce qu'on appelle la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'organisation même en tant que syndicat d'employeurs, puisque d'ailleurs elle a été discutée ce matin et ça intéresse tous les présidents et tous les directeurs d'office, la valeur du point. Donc vous aurez bien sûr toutes les communications à ce sujet. Donc nous travaillons sur des thématiques fortes, en particulier sur l'observation, l'observatoire, la prospective, la formation, etc. Mais nous allons y revenir. Puis, nous réunissons aussi alors ce qu'on appelle les relais territoriaux. Et les relais territoriaux, c'est entre autres les agences départementales, les CRT, les fédérations régionales d'office du tourisme. Et donc, nous sommes aujourd'hui à la fédération régionale Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous avons plus de à peu près 150 offices du tourisme. Donc, c'est un travail important avec notre déléguée qui est aux manettes en tant que maîtresse du temps, Aline, avec toute une équipe qui accompagne Aline, que ce soit au niveau de la comptabilité, de la formation, de la démarche qualité, etc., etc. Donc, nous avons bien sûr différentes missions, que ce soit l'ingénierie, le déploiement, le pilote et animation du déploiement de l'observatoire, relais des animations. Enfin, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous voyez à l'écran, vous pourrez le télécharger et tout cela vous sera communiqué, puisque c'est quand même un travail important qu'a réalisé l'équipe de la Fédération régionale des offices du tourisme. Donc, aujourd'hui, notre objectif premier dans le cadre de ce webinaire, c'est effectivement, je dirais, d'être une aide, pour autant que faire se peut, et si les nouveaux ou anciens présidents le souhaitent. Il faut savoir que la Fédération régionale, dans le cadre de l'application de la loi NOTRe, a énormément aidé, pour ceux qui le souhaitaient, les structures, c'est le cas de dire, à se restructurer, c'est-à-dire de passer d'office du tourisme à office du tourisme communautaire, intercommunautaire, etc., etc. C'est une prestation que nous faisons et je pense que nous sommes à même de la réussir autant que des bureaux d'études privés, parce que je crois que nous avons une connaissance pointue de l'ensemble de notre réseau. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Je dirais que la première des choses, ce qui est important dans une équipe, c'est le dialogue, la transversalité, la confiance, la loyauté, et que le binôme président-directeur d'office du tourisme est un binôme qui est la clé de voûte du bon fonctionnement de la structure, sous quelle forme que ce soit un EPIC, un associatif, un régie municipale, un SEM, un SPL, etc. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Mais là aussi, tout ça, on va le voir, entre autres, avec notre ami Laurent Deschaux. Voilà, donc je ne serai pas plus long, si ce n'est qu'à période exceptionnelle, puisque normalement, ce n'était pas l'objet de cette réunion, mais à sa demande, je vais donner la parole à Jennifer Barbosa-Sall, qui est la présidente de la commission de tourisme, vice-présidente régionale, dans la mesure où effectivement nous vivons une période un peu plus que difficile et que la région s'investit au maximum. Donc je vais donner la parole à Jennifer pour 3-4 minutes pour juste présenter effectivement les dernières décisions qu'a prises la région. Et c'est assez exceptionnel puisque normalement ce n'était pas l'objet de ce type de réunion, mais c'est avec grand plaisir, Jennifer, que je te laisse la parole. Merci, mon cher président. Oui, effectivement, c'est exceptionnel. Je ne devais pas intervenir, mais je voulais quand même… on est dans une période très particulière, comme tu l'as dit, mon cher Christian, et c'est vrai que c'était important pour moi de vous faire une petite présentation. Donc, moi, je suis Jennifer Sall-Barbosa, je suis présidente de la commission tourisme à la région Sud. Et c'est vrai que d'abord, je vous souhaite tous mes voeux à toutes et à tous. Comme tu le disais, mon cher Christian, j'espère que cette année sera un peu plus positive que l'année dernière, surtout pour le monde du tourisme. Voilà, nous, on travaille depuis le début en lien très étroit avec le comité régional du tourisme pour développer nos 3 marques monde, Provence, Alpes, Côte d'Azur, bien évidemment, et on travaille en parfaite collaboration avec la Fédération régionale des offices de tourisme, puisque bien évidemment, vous nous apportez toujours et au quotidien votre expertise et vos analyses qui nous sont précieuses. On a un véritable travail collaboratif qui est fait au quotidien.
Aujourd'hui, on vit une période de crise. On ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. À chaque fois qu'on s'est au téléphone, on se pose des questions et elles sont légitimes. Il n'empêche que la région Sud est à vos côtés, aux côtés des professionnels, aux côtés des offices pour essayer de sortir au plus vite de cette crise et en tout cas faire en sorte que l'on s'en sorte au mieux. Donc, des plans de promotion ont été mis en place par le CRT Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dès le début, dès la sortie de la crise, en fait, dès le début, nous avons organisé des réunions. Dès le début du premier confinement, des réunions ont été organisées quasiment toutes les semaines avec l'ensemble des professionnels du tourisme, avec les fédérations des offices du tourisme, avec les offices du tourisme eux-mêmes pour essayer de trouver des solutions. Une grosse campagne de communication a été mise en place. C'est la campagne de communication « On a tous besoin du Sud », avec des moyens importants qui ont été mis à disposition. Et donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi, puisque vous êtes à la fois les directeurs et les présidents des offices réunis aujourd'hui, pour vous dire que n'hésitez pas à faire appel au CRT pour organiser vos campagnes de promotion, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait appel au CRT, eh bien, tout simplement, on peut essayer d'aller plus nombreux sur des campagnes de communication, des campagnes de promotion, et donc de mettre plus de moyens en commun et donc d'avoir plus de poids forcément, parce qu'aujourd'hui, on sait que déjà avant, c'était compliqué parce que les moyens s'amenuisent petit à petit, mais aujourd'hui, avec la crise qu'on est en train de vivre, il faut vraiment qu'on réfléchisse de manière plus efficiente, de manière plus efficace. Et donc, c'est vrai que quand on réfléchit tous ensemble et quand on essaie de travailler tous ensemble sur des marchés qui peuvent être pertinents pour un territoire en entier et plus particulièrement pour des territoires en particulier, on est plus efficace. Donc, voilà, je voulais vraiment avoir ce discours-là de vous dire que la région œuvre au quotidien avec la fédération régionale, que nous aidons, que ce soit par des moyens financiers, mais nous travaillons également main dans la main avec Christian. Nous avons été à la rencontre des différents territoires pour expliquer les dispositifs qui sont mis en place et nous ne pouvons plus le faire aujourd'hui, mais vous le faites beaucoup en distanciel aujourd'hui, toujours. Et donc, c'était important pour moi d'évoquer ce soutien de la région à vos côtés, ce soutien du CRT également à vos côtés, et pour vous dire que bien évidemment, on savait très bien qu'aujourd'hui, c'était une réunion technique, donc ça ne concerne pas ce que je viens de vous dire, mais c'était important aussi que vous ayez cette information, bien que je sais qu'elle est très bien relayée par la Fédération régionale des offices du tourisme. Donc, je vous remercie, mon cher Christian, de m'avoir laissé la parole quelques minutes. Merci, Jennifer. Non pas pour clore le débat, mais pour apporter quand même aussi toute la reconnaissance de la Fédération régionale des offices au travail que fait à la fois, bien sûr, la région et l'ensemble des départements, parce qu'il ne faut pas non plus aussi oublier les départements à travers les agences départementales. Mais il est un fait que nous avons eu non pas une relation privilégiée avec la région, mais dans le cadre de notre mission de la formation, puisque c'est une mission régalienne des régions de s'occuper de la formation. Si nous pouvons être autant à la pointe de la formation de nos personnels, c'est aussi grâce à l'aide de la région et à une subvention plus que plus. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et ce, grâce à Jennifer, qui œuvre énormément et qui est particulièrement à l'écoute de nos besoins et surtout parfois, il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'il y a toujours un dialogue quasi permanent entre nous et avec une très belle entente. Bien, merci Jennifer. Nous allons reprendre donc le fil de notre webinaire et donc je vais laisser à Aline de positionner le début du débat. Alors oui, Président. Donc effectivement, par rapport à l'organisation en fait des offices de tourisme et le rôle qu'a joué les présidents et directeurs, est-ce qu'on ne doit pas justement au départ préciser le cadre réglementaire et juridique dans lequel se situe l'office du tourisme? Donc je vous invite là-dessus. Ah, quelqu'un a pris la main sur mon… Oui. Qui m'a pris la main? C'est pas grave, c'est fait partie du direct. Il y a quelqu'un qui m'a pris la main sur mon affichage d'écran. Bien, écoutez, ça c'est gênant. Oui, non, mais c'est pas grave, on va reprendre. Oui, on va reprendre. Alors, voilà. En ce qui concerne l'interrogation d'Aline,
c'est qu'effectivement, dans quel cadre juridique nous travaillons? Dans quel cadre juridique fait le politique, et en particulier le président ou le maire ou le président de la collectivité, quelle qu'elle soit, quelle est la forme juridique la plus en adéquation avec les objectifs et les missions que l'on veut donner à l'Office du tourisme? Si ce n'est que ces missions sont décrites dans le cadre du règlement du statut des offices du tourisme, et d'ailleurs qui réglemente à la fois les missions des CRT et des ADT, mais je laisserai plus volontiers la parole dans un premier temps à notre conseiller juridique Laurent Deschaux pour nous présenter les différentes formes possibles, formes juridiques et les choix stratégiques, en rappelant juste, et ça sera mon leitmotiv dans le cadre de ce webinaire, c'est que ce n'est pas la forme, le statut, le cadre qui fait la mission, mais c'est les objectifs et le projet de territoire sur lesquels on va s'appuyer pour trouver la meilleure structure pour être en adéquation justement avec la mission et les objectifs que nous sommes fixés. Mon cher Laurent, tu as la parole. Bonjour Président, bonjour à tous. Merci de votre attention, merci de m'avoir invité. C'est-à-dire que les experts, c'est vous, c'est pas moi. Et la plupart du temps, tout ce que j'ai appris et tout ce que je peux commenter, que vous allez trouver dans ces slides qui seront mis à disposition, comme l'a précisé Aline et comme l'ont précisé Christian aussi, c'est des choses qu'on a appris au cabinet sur le terrain avec vous, en travaillant à vos côtés au fil des restructurations de la loi NOTRe. Parce que vous avez restructuré les uns et les autres, vos structures, vos offices, quelle qu'en soit l'origine au début, l'origine statutaire, de société, d'association. Bon, donc c'est essentiellement une réflexion stratégique qu'on peut se poser. Et là-dessus, Christian a insisté. Il m'a dit non, tu ne me fais pas un webinar comme tu me fais d'habitude sur la convention collective avec les éléments techniques. Et les présidents connaissent tout ça. Et par contre, c'est une réflexion stratégique qu'il faut amorcer tous ensemble. Donc, c'est ce que je vais essayer en toute humilité de faire avec vous. Bon, finalement, des structures, différentes structures spécifiques, il n'y en a pas 50. On a des structures privées, on a des structures publiques. Alors, on va un peu éviter le débat et la discussion sur les notions de régie directe ou pas directe, avec des éléments techniques du droit public qui sont bien souvent pas peu dans vos réflexions. Les principales réflexions que vous allez opérer, c'est au départ, quelle structure? Oui, et oui, Aline, je ne t'arrange pas parce que je ne suis pas forcément exactement mes slides. Je vais essayer de rentrer dans les éléments, mais en partant du plus général. Le plus général, c'est le titre de départ. Quelles sont ces structures? On a des structures associatives, on a des sociétés d'économie mixte, je vous ai mis les abréviations parce que ça ne rentrait pas dans le tableau, des SPL, les sociétés publiques locales, les EPIC, que vous connaissez tous, bon, et puis les deux publics qui sont les régies ou les SPA, services publics administratifs. Finalement, comme le disait notre président tout à l'heure, peu importe au fond la structure telle qu'elles sont là, ce que vous allez faire, c'est en fonction de ce que vous voulez mettre en place dans votre territoire, dans votre région, dans votre office, dans votre organisme de tourisme en général, et en fonction de ce que vous allez mettre en place, vous allez privilégier telle ou telle structure, étant entendu que chacune va avoir un mode économique, de gouvernance qui va être différent. Pour faire simple, vous avez dans ces structures, des structures, une qui dépend purement du Code civil, qui est l'association, avec un minimum de souplesse, je vais revenir chaque fois. La société d'économie mixte ou la SPL, qui sont quand même un peu plus souples, qui sont sur les formes de société. L'EPIC, qui est l'établissement public industriel et commercial, qui lui quand même est une espèce d'hybride finalement, une espèce d'hybride entre le public et le privé. Et en fonction de vos objectifs, si vous souhaitez une plus grande liberté, vous allez partir sur la société d'économie mixte qui va vous permettre, pour la plupart, d'éviter beaucoup de règles relatives à la concurrence, qui va vous permettre de vous gérer en in-house, qui va vous permettre de vous gérer par rapport à la gouvernance de façon extrêmement plus simple. Si vous souhaitez rester dans un cadre plus civiliste que commercialiste, vous allez vous insérer dans un système associatif. Et ces éléments de réflexion-là, c'est à partir de ces éléments que vous allez choisir votre structure. La gouvernance va poser le même problème. Et Président, je vous ai entendu dire tout à l'heure, il y a cette espèce de tandem nécessaire
ce couple directeur-président qui est particulièrement important. Alors, le pouvoir ou la délégation de pouvoir n'est pas la même selon la structure. Sur une association, par exemple, ce sera beaucoup plus le président. Sur un EPIC, ça sera le directeur qui est l'ordonnateur. Sur une société d'économie mixte, c'est le directeur général, mais il y a un conseil d'administration avec son président. Et donc là, on voit bien qu'en fonction de ce que j'aurais rédigé dans mes statuts, certains d'entre vous, peut-être qui nous écoutent, nous font intervenir dans les jours qui vont venir justement sur les modifications de statuts. En fonction de la gouvernance et de la façon dont on veut gérer les choses, on va s'orienter vers un statut ou vers un autre. Parce que si on veut, encore une fois, garder plus de souplesse, ça sera plus la société d'économie mixte. Si on veut être beaucoup plus rattaché à l'établissement public, on restera sur l'EPIC. On a les questions budgétaires qui vont se poser. Si je veux conserver par devers moi la taxe de séjour, je vais l'EPIC, puisque c'est l'EPIC qui va conserver la taxe de séjour. Si je suis en société d'économie mixte ou en association, elle est versée à la mairie qui va la reverser ensuite à la structure. Ce sont tous ces éléments-là qui vont s'articuler. Alors vous avez mis un petit peu des tableaux pour essayer de simplifier les choses. Je vois que j'arrange pas du tout Aline qui essaie de jongler d'un tableau à l'autre parce qu'il fallait le présenter simplement, mais c'est pour essayer de structurer la pensée, mais si je le présente juste oralement sous la forme de tableau, ça va être trop ennuyeux. J'ai parlé brièvement de la notion tout à l'heure de mise en concurrence. La notion de mise en concurrence, par exemple, si je suis sur une SPL, je vais éviter, les actionnaires, les associés de la SPL n'auront pas de mise en concurrence nécessaire. Donc, je vais pouvoir travailler avec l'ensemble de mes associés. Si j'ai une structure du tourisme qui fait beaucoup d'autres choses que du simple tourisme institutionnel, qui va gérer un camping, qui va faire de l'animation, qui va faire… On aura tout intérêt à partir sur une SPL parce que je n'aurai pas les mises en concurrence et je vais gérer qu'avec mes associés, qu'avec ma société, avec plus de problèmes de commercialisation puisque tout est prévu au sein de ma société. À l'inverse, bon, la SEM, généralement, c'est quand c'est sur un office avec une ville qui a un peu plus d'influence, on va dire, et donc on va avoir des influences qui vont être réparties différemment. On a d'ailleurs le même schéma sur la SPL. Sur la SPL, comme c'est au prorata des parts et qu'on est dans une société type commerciale, si on a différentes villes, villages, communautés des communes qui interviennent dans la SPL, elles vont intervenir, le pouvoir sera au prorata de ce qui aura été décidé au début statutairement. Dans une association, ce schéma-là se fera au travers de la gestion du bureau et des pouvoirs qui sont répartis dans le bureau. Dans un EPIC, statutairement, on a déjà des règles, puisqu'on sait que dans un EPIC, on doit avoir une majorité d'élus. On aura des sociopros, mais on aura une majorité d'élus. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'on va voir se mettre en place et auxquels on va devoir réfléchir quand vous allez vous interroger sur les statuts de votre structure. Vous restructurez différents offices, vous fusionnez différents offices ou différents organismes de tourisme, mais finalement, c'est difficile de vous dire dès le début, bon, ben, on va rester en association, ah ben non, on va passer en EPIC, ah bon, finalement, c'est la SPL, il va falloir qu'on vous écoute, qu'on sache ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller, pour s'orienter vers une structure ou vers une autre. Étant entendu que, bon, si je veux simplifier cette première partie de mon propos, c'est vous dire que la structure la plus souple, la plus maniable, c'est la SPL, mais qui présente d'autres inconvénients. Après, ça va dépendre de vos expériences aussi et de ce que vous en avez vu. L'EPIC, l'avantage principal de l'EPIC, c'est de bénéficier dès l'origine de la taxe de séjour. Et l'association d'offrir une grande liberté statutaire au niveau de la gestion du bureau et de l'organisation entre les membres de l'association. Alors, j'entends un peu plus vos questions. Là, je ne sais pas vers quel point vous souhaitez que je m'oriente davantage. Les questions, on fait actuellement un récapitulatif avec Hélène, mais je vais donner la parole à Victor par rapport à son vécu, à son expérience. Voilà. Qui ne vaut que par sa propre expérience, mais qui n'est pas neutre, bien sûr. Victor ? Oui, Président, bonjour. Et bonjour, un petit clin d'œil aussi également à Jennifer, et puis à vous toutes et à vous tous, et en vous présentant bien évidemment nos meilleurs voeux pour 2021, qui j'espère pour le tourisme sera quand même plus favorable que 2020. Alors, si vous voulez, tout d'abord, je suis maire de Savines-le-Lac,
qui est une station classée de tourisme. Première station classée de tourisme de Valais d'ailleurs. À l'époque, j'étais deuxième vice-président du Conseil général et donc j'ai eu le bonheur et la chance de pouvoir présider le CDT des Hautes-Alpes, ce qui m'a permis d'aller vers une évolution en agence, la mise en place de l'agence de développement touristique, économique et agricole des Hautes-Alpes, c'est-à-dire l'ADET. J'étais bien évidemment président de la communauté de communes du Savinois-Serponçon. Je suis aujourd'hui, depuis la loi, donc depuis la loi NOTRe, avec les fusions, avec l'harmonisation des territoires, donc aujourd'hui, l'intercommunalité de Serponçon, j'en assure la première vice-présidente chargée du tourisme, qui représente 17 communes. Et je suis depuis des années, évidemment, président du SMADECEP. Le SMADECEP, c'est une structure d'aménagement du lac de Serponçon, et vous le savez toutes et tous, lac de Serponçon, qui est la plus grande retenue artificielle de France aujourd'hui. Je suis également président de la flotte déléguée depuis 2018. Donc ça, c'est pour moi un grand honneur. Et puis, je préside au sein du comité de massif alpin, je préside la commission tourisme. Donc, vous voyez, j'ai j'allais dire dans ma sacoche, j'ai quelques expériences qui tout naturellement font que le tourisme, pour moi, c'est dans mon ADN. Et c'est vrai que c'est important. Et si j'en veux pour preuve, aujourd'hui, vous en parliez, maître, sur les associations. Sur vos associations, aujourd'hui, on peut dire que l'intercommunalité du Savinois à Serponçon, eh bien, nous sommes en association, car le but que l'on avait, c'était finalement de restructurer le territoire touristique autour d'une entité vraiment plurielle qui pouvait aussi rassurer le monde associatif. Parce que ça, c'est important. Vous le savez, bon, ce n'est pas propre qu'au territoire alpin, mais dans l'ensemble des territoires, quand il y a évolution, quand il y a changement, quand il y a restructuration, eh bien, c'est vrai qu'il y a une certaine crainte. Et je crois que quand vos pairs vous mettent à la tête d'une structure comme celle-ci, comme du tourisme, eh bien, pour eux, ça a été vraiment rassurant parce qu'aujourd'hui, on arrive et nous arrivons à apporter une identité partagée. Chez nous, l'ADN, c'est notre trait d'union entre l'ensemble des territoires du lac de Serponçon. Voilà, moi, ce que je peux vous dire en préambule aujourd'hui sur Victor Biringel, tout simplement. Merci, Victor. Merci, Victor. Donc, Victor, par rapport à ce que vous disiez, excusez-moi, Président, par rapport à ce que vous disiez, ce n'est pas du tout étonnant que vous ayez choisi l'association. L'association, parce que je n'ai pas pu aborder tous les thèmes, il y a eu de grandes libertés, notamment au niveau territorial, qui n'existe pas dans le statut d'EPIC. Parce que le statut d'EPIC a non seulement un principe de compétences spécifiques limitées qu'on a en droit public, mais il aura en plus un problème de territorialité que n'a pas l'association ou la SPL. Et là, vous l'avez expliqué, très bien expliqué d'ailleurs, on a un côté rassurant de l'association par rapport à la SPL. Et c'est exactement la réflexion que j'ai tout à l'heure. Finalement, quand vous avez pris vos statuts, l'EPIC ne convenait pas parce que j'avais ce problème de territorialité. La SPL ne convenait pas parce qu'effectivement très libre, mais d'un autre côté, n'était pas du tout rassurante parce que pouvait laisser penser à des objectifs un peu trop commerciaux, un peu trop mercantiles, alors que l'association transgresse, comment on peut dire, aller au-delà de la simple notion de territoire, assurer l'ensemble des socioprofessionnels et des gens avec qui vous avez voulu travailler. Et c'est exactement dans le cadre de ce genre de réflexion qu'on va se mettre et partir quand on aura ces problématiques qui nous sont posées. Tout à fait. Il n'empêche. Excusez-moi, Président, juste une minute pour rebondir. Quand j'ai repris la commune de Savines-Lac en 2008, l'Office du tourisme était un EPIC. Et on s'est aperçu que sur une petite structure comme la nôtre, c'était trop lourd. C'était trop lourd et il ne pouvait pas y avoir cette liberté, cette envie de progresser et j'allais dire de créer une entité sur Serponçon. Voilà le pourquoi on est passé en association. Alors, pour corroborer les paroles des uns et des autres, de Laurent et de Victor,
Et il est un fait aussi que, quel que soit le choix, ce n'est pas forcément un choix figé. Et d'ailleurs, dans le cadre des élections passées, il est un fait que peut-être dans le cadre des campagnes électorales, d'aucuns élus se sont battus par rapport à la structure existante pour en instaurer une nouvelle. Il est un fait qu'à travers le transfert de compétences et le regroupement des offices du tourisme en offices de tourisme communautaire ou intercommunautaire, puisque nous avons, je crois, l'exemple de Sisteron, qui est un office qui est sur quasiment, je crois, 2 régions et au moins 2 départements. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'à un moment donné, ce qu'il faut défendre, c'est l'intérêt général sur un plan touristique et qu'il faut combattre les égos des uns et des autres. Et ce n'est pas évident. Et on l'a vu aujourd'hui, je le vois en tant que président national, où des gens avaient choisi dans un premier temps le transfert de la compétence en tant que station classée de tourisme, puisque c'était les seuls qui pouvaient se permettre d'avoir un choix, c'est-à-dire de transférer leurs compétences ou de garder leurs compétences. Oui. Il est un fait que quand vous êtes dans une communauté d'agglos, communauté de communes de 40 ou 50 communes, et s'il n'y a que 2 ou 3 communes touristiques, lorsqu'arrivent les débats d'orientation budgétaire pour le tourisme, ben vous êtes en large minorité. Et donc, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas mener les politiques que vous souhaitez. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, autant il peut continuer à y avoir des transferts dans le cadre de l'application de la loi NOTRe, du transfert de la compétence, comme effectivement aujourd'hui, il y a des communes, stations classées de tourisme, qui s'interrogent comment ils pourraient reprendre, ce qui n'est pour le moment la loi ne les autorise pas, leurs compétences au tourisme. Ce qui veut dire que quel que soit le choix, il faut bien peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, et ce, dans l'intérêt du territoire en général. Voilà. Bien. Nous passons, chère Aline, à la question B. Quelles sont les missions d'un noté? C'est cela? Oui, Président, tout à fait. Par contre, ce que je pourrais dire, effectivement, c'est que les statuts sont très importants, mais justement, après, pour accompagner justement le bon fonctionnement, quels sont un petit peu les outils? Il est important aussi d'avoir une convention d'objectifs et de moyens, parce que c'est véritablement le fil conducteur, le fil rouge, en fait, qui va permettre à la fois à l'élu et au directeur de travailler sur la suite et la réflexion. En fait, c'est un contrat. Il faut passer un contrat. Et si aujourd'hui, il y avait des structures, des offices du tourisme qui s'interrogent sur leur restructuration ou même intégrer un office du tourisme communautaire, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de demandes de communes pour être station classée immédiatement après l'application de la loi NOTRe, et toutes n'ont pas eu, on va dire, le label de station classée. Donc, il faut savoir que la Fédération régionale des offices du tourisme sont à même de pouvoir vous aider et même de faire de substantielles économies, ce qui n'est pas neutre, pour, entre autres, régler la situation de certains personnels. C'est-à-dire comment on va transférer certains personnels, on va leur donner le choix par rapport au statut qu'ils avaient actuellement. Et s'ils voulaient choisir le statut, mettons, de la convention collective d'ADN Tourisme, soit parce que c'était des employés d'une SPL, soit c'était des employés municipaux, soit etc. etc. Donc, juste une petite parenthèse pour vous dire que la Fédération régionale et moi-même sommes totalement à votre service pour vous aider dans la réflexion, et ce, toujours dans l'intérêt général. Voilà. Donc, l'émission d'un noté, on peut faire référence au Code du tourisme, hein, c'est-à-dire que ce soit les répartitions des missions entre chaque strate territoriale, que ce soit État. Alors, les services de l'État, ils ont un service qui s'appelle Atout France et qui a pour mission, est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Donc, Atout France, c'est de faire de la promotion à l'étranger, à travers, entre autres, maintenant, leur ambassade, ce qui est quand même d'une logique imparable, de faire la promotion du territoire et de la marque France. Puis, effectivement, les régions, qui ont, elles aussi, toutes sortes de missions, et en particulier de faire la promotion avec Atout France et en accord dans le cadre du schéma stratégique de promotion
régional qui est élaboré avec les offices du tourisme, les départements et bien sûr les CRT, puis les agences départementales qui elles aussi mettent en place, on va dire, une stratégie départementale du développement touristique et en fait les offices du tourisme. Alors, le monde des offices du tourisme, c'est un monde totalement éclaté, hétérogène, puisque vous avez des offices du tourisme avec 1,5 équivalent temps plein, on va dire, d'un budget de, mettons, 40 ou 50 000 euros, et puis vous avez des offices du tourisme avec plus de 70 équivalents temps plein et qui ont une capacité financière largement supérieure, parfois même à une agence départementale ou même parfois à un comité régional du tourisme. Et je pense entre autres à des villes comme Paris, bien sûr, Marseille, Nice, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Lille. Voilà. Et donc, tout cela fait que quand même, nous devons écouter les uns et les autres et que, en fait, nous devons tous œuvrer dans le même sens. Donc, les principales missions d'un office du tourisme, c'est avant tout, effectivement, l'accueil et les informations du tourisme aux visiteurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'Office du tourisme doit prendre une autre dimension. C'est-à-dire que c'est aussi un service vis-à-vis de nos propres concitoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Office du tourisme, ce n'est pas seulement de renseigner les touristes de passage, mais c'est un service qu'on peut rendre à l'ensemble de nos locaux. Donc ça, c'est quand même une réflexion que l'on peut avoir. Il est vrai aussi que l'Office du tourisme a travaillé en coordination et animation avec les professionnels du tourisme. On ne peut pas vivre sans les professionnels du tourisme, et surtout dans cette période particulièrement dramatique. Donc, toutes ces missions, et là j'en ai élaboré qu'un certain nombre, mais vous avez devant les yeux tout ce qui peut être fait, il est un fait que, de par la spécificité aussi de votre territoire, parce que ce qui est le plus important, c'est la spécificité. Si je prends un exemple, mettons, comme Arles, puisque c'est quelque chose que je connais assez bien, vous avez un développement touristique autour de la culture et autour du patrimoine, autour des traditions. Vous pouvez avoir, bien sûr, autour de l'environnement. Mais je veux dire par là, il faut savoir travailler sur ce que l'on sait faire. Et je pense aussi travailler dans la transversalité et ne pas avoir peur d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'est une belle ouverture d'esprit et surtout avec nos professionnels. Donc, en ce qui concerne, bien sûr, l'accueil, la promotion, le commercial, l'administration et le développement. Laurent a évoqué les différentes strates, les différentes structures. Il est un fait qu'au regard des différentes structures, la gestion de votre personnel sera différente. Et là, je vais laisser la parole à Laurent. En fait, Président, il faut revenir un peu toujours à cette stratégie. Et la stratégie, je crois que depuis tout à l'heure, vous l'avez largement expliqué. C'est le politique qui va s'inscrire dans le cadre de la mission qui est définie au départ, mission que vous venez tous de rappeler pour ce qui est des organismes de tourisme. Le politique, là-dessus, va déterminer la spécificité et la mission qu'il entend donner à sa structure qui va mettre en place le tourisme et gérer le tourisme sur son territoire. En fonction de ça, on va déterminer le statut, comme on l'a vu tout à l'heure, associatif, SPL, SEM, bon, les statuts, mais finalement, ça devient assez simple parce que je vous les ai tout un peu présentés, mais dans le cheminement, les plus fréquentes, c'est la SPL, l'association, l'EPIC ou carrément le droit public. À partir de là, il y a un élément sur lequel on a un peu glissé alors qu'il avait été présenté comme très important au départ, c'est ce tandem directeur-président. Parce que vous allez organiser la gouvernance de votre structure, vous allez organiser le schéma de délégation de pouvoir, pour savoir qui a le pouvoir en fonction de ce que la loi vous aura offert dans le cadre du statut. Si c'est une association, on sait pertinemment que c'est le président qui a le pouvoir et qu'on a un statut de droit privé. Donc, si je veux que ce soit mon directeur, ça veut dire que je vais organiser une délégation de pouvoir sur mon directeur. Si je suis sur un EPIC, c'est mon directeur d'EPIC, puisqu'il est statut de droit public avec un statut spécifique, le code de tourisme, qui a alors le pouvoir et qui est l'ordonnateur. Pour autant, il engage quand même la responsabilité du président. Et si c'est une SPL, on l'a vu tout à l'heure, c'est plus commercial. Et ça a quand même, c'est quand même un des éléments primordiaux. Ce que je veux vous dire là, c'est que si vous amorcerez une réflexion sur le choix de ce statut, ne le faites pas
spécifiquement par rapport au statut du personnel. Après, et je rebondis, Président, sur vos derniers propos, après, peu importe, on peut à peu près tout faire. On peut basculer du privé vers le privé, du privé vers le public, du public vers le privé. On peut faire de la mise à disposition de personnel, on peut faire de la disponibilité, de la mise en disponibilité du public pour après le mettre dans le privé. Tout ça, quelquefois, ce sont des éléments qui inquiètent les politiques qui structurent, parce qu'ils vont se demander, oui, mais finalement, est-ce que je vais pouvoir encadrer, gérer mon personnel puisque je ne maîtrise pas finalement toutes ces situations. Bon, ben là, avec ADN, avec la FRODSI, quand on travaille tous ensemble sur ces restructurations, là-dessus, on est à même de vous assister, de vous aider pour ce choix et savoir comment vous allez vous organiser. Alors, si vous vous rattachez à un statut de droit privé, parce que finalement, c'est ça, si vous êtes un statut de droit privé, vous vous rattachez de manière générale à la convention collective des organismes de tourisme. On pourrait imaginer, ça nous est arrivé rarement, mais ça arrive, que votre organisme de tourisme s'inscrive dans une activité tellement large que finalement le tourisme institutionnel soit minoritaire, et dans ce cas-là, vous vous inscririez dans le cadre d'un autre organisme, d'une autre convention collective. Le plus souvent, on fait en sorte de rester sur cette convention collective qu'on connaît bien et dont on a la maîtrise, puisque c'est nous quand même qui négocions les accords de branche et qui les travaillons, on y reviendra en fin de réunion sur les derniers accords. Donc celle-là, on la connaît bien, on la maîtrise, on essaie de se rattacher à cette convention collective. Elle est relativement favorable, mais elle permet quand même d'avoir une bonne maîtrise de notre personnel. Et ça, c'est un des éléments importants. Mais là, le point sur lequel je voulais insister, c'est finalement cette grande liberté qu'on a, rester libre de la décision, de l'organisation que vous voulez mettre en place. Ensuite, on organisera. Alors, selon les présidents qui nous ont fait travailler, on a deux types de personnalités. On a eu des gens un peu inquiets, disant oui, mais est-ce que je pourrais arriver à mettre en place telle ou telle chose? Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? Et puis vous avez ceux qui vont vous dire bon, écoutez, moi, vos histoires là, de statut, et je pense que je ne te vexerai pas, Christian, en disant que tu es un peu comme ça. Hein, venez pas m'emmerder avec votre droit. Hein, voilà comment je veux organiser les choses. Et maintenant, débrouillez-vous et mettez-moi en place le système que j'ai organisé. Et généralement, vous êtes quand même assez nombreux à être plutôt dans cette optique-là. Et puis, c'est à nous, après, au sein de votre fédération, vos juristes, vos conseils, à mettre en place ce que vous nous avez demandé pour que vous puissiez fonctionner correctement. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'idéalement, on fonctionne mieux avec un statut de droit privé, avec la convention collective, avec nos accords de branche, avec nos partenaires sociaux. Ça, on a une maîtrise assez complète du sujet, qui nous permet d'avancer pas mal là-dessus. Alors, sur ce sujet, voilà ce que je pouvais dire. Sur quoi vous souhaitez que j'insiste un peu plus Il faut dire aussi, Laurent, que nous avons quand même une convention collective qui est animée d'un fort esprit social. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est important. On a une convention collective et qui n'est pas une convention collective, on dirait, extrêmement dure. Elle n'est pas calée sur un système économique trop capitalistique. Elle est plutôt sociale. On est d'ailleurs dans des relations avec nos partenaires sociaux en commission paritaire. Je pense que vous savez tous ce que c'est que la commission paritaire. Hein. La convention collective a été signée par les partenaires sociaux, donc des organisations syndicales au niveau national et des fédérations patronales dont on a parlé, dont Christian a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons une fédération patronale qui est ADN Tourisme et en face, nous avons les organisations syndicales habituelles, donc essentiellement la CFDT qui est majoritaire, FO, la CGT qui est peu présente, qui me manque la CFTC. Voilà, nous avons, on a un peu les guides interprètes aussi minoritaires, mais qui sont peu présents. Et c'est avec eux qu'on négocie, qu'on a nos avancées. On n'est pas une convention collective très dure, on n'est pas chaque fois dans des combats, des luttes sociales importantes. On a une convention qui est relativement favorable et on essaie de mettre en place un certain nombre de choses au fil de l'eau, mais on est assez peu dans l'affrontement. Bon, c'est une négociation, hein, une négociation avec les partenaires sociaux, c'est toujours une négociation. Une négociation, c'est un accord gagnant-gagnant. Et il ne faut pas rentrer dans ce genre de dossier. Moi, je l'ai appris très vite dans les années 2010, quand je suis arrivé, que j'ai commencé à travailler pour les organismes de tourisme. Ce n'est pas un domaine où on va essayer de faire le malin en pensant qu'on sait tout et qu'on va pouvoir imposer sa vision des choses. Hein. Les commissions paritaires, c'est vraiment de la négociation
avec des organisations syndicales qui ont le sens de l'intérêt général, parce que c'est ça qui est important. Et l'intérêt général, c'est peut-être aussi une bonne négociation d'un bon accord qui va permettre à ce qu'on ait une bonne atmosphère dans nos organismes de tourisme et un service auprès de nos touristes, un service local aussi, mais aussi au sein des touristes qui sera à la hauteur finalement. Donc cette convention collective, et c'est vrai, elle reflète l'image que vous avez voulu tout au fil de ces années, avant même que moi j'y sois, vous avez voulu donner de cette relation entre les salariés et les employeurs. Alors on a actuellement un certain nombre d'accords qui sont signés d'ailleurs depuis hier, si j'ai bon souvenir, dans les mails que j'ai reçus, puisqu'on a un accord sur la valeur du point qui est signé, on a un accord sur l'allocation partielle longue durée qui est signé aussi, mais dont on attend l'extension. On a un accord sur la formation, sur la PROA, avec les nouvelles règles du jeu, qui est signé aussi. Donc, vous voyez, on a une grosse activité ces derniers temps de négociation avec nos partenaires sociaux qui ont bien avancé. Alors, je crois qu'il faudrait revenir, Aline, sur l'accord sur la valeur du point, parce qu'il me semble qu'il y avait des petites questions. L'accord sur la valeur du point, revient à l'article 6, voilà. On a un indice qui est augmenté de 0,2%. Donc, la valeur du point, vous savez comment ça marche, hein, on a des indices avec des points et on a une valeur qui est donnée au point. Donc, le 1,142 qui devient 1,144. Et ce qui est important, c'est que cette valeur du point s'applique à tous les points d'indice et pas au seul point plancher. Quelquefois, on a des questions. Parce que quand vous êtes à un niveau 1,1, 1,2, 1,3, peu importe, vous avez un indice plancher et puis vos salariés sont payés au-dessus de l'indice plancher. Et d'aucuns nous interrogent, ben voilà, 2,1, 1,2 qui est à 1436, donc passerait en rémunération à 1643. Imaginons qu'on ait un salarié qui soit à 1450, ben la valeur de son point est augmentée aussi. On n'augmente pas que le 1436, on augmente la totalité des points comme vous le voyez sur le tableau. Et on peut aller au-delà de ces points. Ça, c'est la valeur minimale du point qui n'avait pas été augmenté l'année dernière parce qu'on n'était pas tombé d'accord. Donc, quand on ne tombe pas d'accord, on ne signe pas un accord de branche parce que d'aucuns souhaitent une augmentation plus élevée que ce que la fédération patronale ne peut donner, parce que dans la situation actuelle, c'est déjà beau d'avoir fait une augmentation de la valeur du point après l'année 2020 catastrophique qu'on vient d'avoir. Et donc, c'est cet accord que vous avez là. Après, vous n'hésitez pas, vous revenez vers ADN pour les interrogations ou vers la FROTSI. Alors, justement, Laurent, puisqu'on est sur un aspect, on va dire, financier, je lance un appel au présent en ce qui concerne, puisque nous sommes soit en pleine période d'orientation budgétaire, soit quasiment à valider les budgets prévisionnels. Et donc, au niveau national, nous essayons de récolter un maximum d'informations sur les orientations budgétaires des offices du tourisme, que ce soit aussi des agences départementales comme des CRT. Parce que, comme nous sommes dans une période particulièrement difficile, où effectivement, d'aucuns ont prôné souvent l'annulation de certaines taxes, et en particulier ce qui est une grave erreur, la taxe séjour, puisque la taxe séjour est payée par les touristes. Même s'il y en a peu, le peu qu'il y a, c'est eux qui paient la taxe séjour. Donc, c'est de savoir, pour discuter au niveau national et par rapport à nos structures, parce que si nos structures sont en difficulté, nous ne pourrons pas remplir les missions régaliennes que sont les nôtres. Et donc, si effectivement, sur la masse globale de ce que représentait la structure institutionnelle, le budget de l'ensemble de nos structures, je dis des chiffres au hasard, si ça représentait à peu près 1 milliard d'euros, 800 millions d'euros, et si on a une baisse de 20%, il ne faut pas se leurrer, la prestation, on ne pourra pas faire autant si on a effectivement une baisse de 20%. Donc, je vous invite, et ce n'est pas ni une critique vis-à-vis, on va dire, des conseils municipaux, des conseils départementaux ou des conseils régionaux, parce qu'on comprend très bien qu'à un moment donné, l'effort financier, tout le monde doit le subir, mais c'est seulement pour dire auprès du secrétaire d'État au tourisme, on ne peut pas faire des merveilles dans le cadre de la relance de notre tourisme national et de ce fait de notre tourisme local, effectivement, si nous diminuons nos moyens.
Ça, c'est le premier point. Un deuxième point encore tout aussi important, c'est l'offre touristique, parce qu'on l'a évoqué précédemment, c'est nos partenaires professionnels, que ce soit les restaurants, les prestataires de services, les hôtels, et j'en passe, c'est des meilleurs. Il est un fait que, au fur et à mesure que l'activité va reprendre, il faut que nous ayons le maximum d'éléments sur l'offre touristique dans sa globalité. Donc, je vous invite aussi à faire remonter sur un plan régional, eh bien, malheureusement, si un certain nombre vont rester au bord de la route, pour qu'effectivement nous ayons une vision la plus complète, on va dire, de l'offre touristique dans le cadre de l'année 2021. Voilà, ça, ce sont des choses simples, et c'est grâce au réseau, à vous, à nous, que l'on peut effectivement avoir une radiographie de ce qui se passe actuellement et de l'évolution, malheureusement, de la situation que connaissent certains professionnels, une situation particulièrement dramatique. Voilà, Aline. Toujours, si je peux reprendre la parole 2 minutes, dans les questions stratégiques que vous allez avoir à vous poser en tant qu'élu, dans les semaines qui vont venir, voire dans les jours qui vont venir, ça sera la question éventuellement du chômage partiel pour ceux qui vont réduire un petit peu leur activité. Alors sachez que la réflexion stratégique sera la suivante. Est-ce que vous restez dans le cadre du droit commun avec l'aide qui est valable, qui continue à fonctionner sur janvier et février avec le fameux 70% de maintien de salaire et 60% de rembourser, ou est-ce que vous rentrez dans ce qu'on appelle l'allocation partielle de longue durée? L'allocation partielle de longue durée, vous pouvez y rentrer dans le cadre d'un accord d'entreprise ou dans le cadre d'un accord de branche. Bon, sachez que l'accord de branche vient d'être signé, qu'il sera applicable après son extension, donc il doit pouvoir être appliqué au mois de février ou au plus tard mars. En tout cas, février, mars au plus tard. Hein. Normalement, il y a un peu plus de 30 jours entre le délai d'opposition. Il a été signé il y a 2 jours. On a 15 jours de délai d'opposition. Ensuite, on va le déposer à l'extension. Bon, mettons 1er mars pour vous faciliter la vie. Ça veut dire que vous pouvez continuer l'indemnisation de droit commun sur janvier et février et préparer déjà entre janvier et février la mise en place de l'accord partiel de longue durée, puisqu'il y a un document d'homologation à faire. Là-dessus, la fédération vous aidera à le mettre en place. Et ça, j'allais dire, c'est plus pratique. Mais voilà, pour vous, pour les élus, c'est cette réflexion stratégique. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'inscris dans le cadre d'un accord APLD? Est-ce que j'en ai un dans le cadre de ma branche? Oui, vous en avez un, donc vous allez pouvoir vous poser cette réflexion. Et c'est vraiment là, on a voulu, avec la fédération, travailler assez vite. Bon, des grosses fédérations ont été plus rapides que nous, puisque le Syntec ou la métallurgie ont déjà leurs accords étendus. Mais d'un autre côté, il fallait voir ce qui est passé comme texte et de l'autre côté, ce qu'on voulait mettre en place. Nous avons des engagements. Ces engagements, c'est l'interdiction de licenciement économique pendant la mise en place de l'accord et pour le personnel concerné par l'accord. C'est finalement assez peu parce que sachez que dans vos structures, excepté les SPL, on revient toujours au sujet, dans vos structures, une association alimentée essentiellement par subvention ou un EPIC, ou enfin ce genre de structure-là, je ne vois pas trop comment on peut justifier d'un licenciement économique. Donc vous avez une réelle difficulté si votre structure rencontre des difficultés économiques, à mettre en place un licenciement économique parce qu'il ne rentre pas dans la définition telle qu'elle est conçue par le Code du travail. D'où l'intérêt de mettre en place éventuellement cet accord APLD, allocation partielle de longue durée, et d'où la faible contrainte que nous avons en nous engageant à ne pas faire de licenciement économique. Donc cette réflexion stratégique, vous allez la voir dans les jours qui vont venir. N'hésitez pas, par le biais de la plateforme, à revenir vers nous, à nous interroger au niveau de ADN ou de la FROTSI. Aline nous fera remonter les questions, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. Hein. Aline, il n'y a pas de souci, s'il y a des questions qui reviennent, vous nous les transmettez. Vous avez quand même plusieurs outils, à la fois votre fédération régionale pour ceux qui sont dans la région et en contact avec nous, et ADN au niveau national. Et n'hésitez pas parce que là, ça va vraiment faire partie des questions que vous allez vous poser. On va vraisemblablement faire d'autres webinars, alors peut-être pour vos techniciens, enfin vos directeurs et vos gens qui gèrent les ressources humaines. Mais vous, à votre niveau d'élu, c'est la réflexion stratégique, ça va être celle-là. Est-ce que je le mets en place? Est-ce que je ne le mets pas en place? Quel est mon budget? Comment je m'oriente? Et ça, finalement, peu importe la nature de la structure, avec le petit doute pour ceux qui sont en EPIC, ou qui sont essentiellement alimentés en subventions publiques, parce qu'ils ne pourront pas, d'un côté, bénéficier des subventions publiques, et de l'autre,
bénéficier du remboursement par l'État des salaires au titre du chômage partiel. Il y a chaque fois une petite réflexion qu'on mène en fonction des structures qui sont concernées et qui nous consultent. En tout cas, voilà le sujet, la réflexion sur laquelle je voulais revenir. Dessus, justement, Laurent, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, les directions d'Office de tourisme ont reçu la dernière newsletter là, tout à l'heure de la part d'ADN et il y a les différents accords qui ont été signés. Et nous, on relaie, quoi qu'il en soit, aussi sur notre site tout ce qui est justement accompagnement qui est donc la réglementation qui est sortie par rapport à tout ce qui est chômage longue durée, etc. Et tout, on le relie également sur notre site. Et ça, les directions, quoi qu'il en soit, elles ont l'information. Donc, effectivement, les élus peuvent, les présidents peuvent se rapprocher de leur direction pour leur donner justement tous les éléments et tous les outils nécessaires pour la réflexion. Et l'accord, vous l'aurez très vite, Aline, et tu pourras le diffuser d'ici une quinzaine de jours, mais les accords, pour l'instant, on ne peut pas les communiquer. Oui, on communique pour le moment, on attend le feu. Ne créons pas d'ambiguïté. Donc là, c'est une information, on va dire, quasi confidentielle sur l'aspect des négociations en cours. Et donc, nous attendons toutes les signatures, les accords définitifs et ADN Tourisme fera une communication nationale sur la valeur du point. Mais donc, je vous incite pour le moment à beaucoup de discrétion sur ce sujet, mais c'est une preuve de confiance que nous faisons aujourd'hui. On l'a reçu, Président, c'est ce que je disais à l'instant, on l'a reçu l'après-midi, la communication d'ADN. Ça y est, on l'a reçu. Bon, alors c'est à l'instant, alors, on l'a reçu aujourd'hui. Oui, tout à l'heure. D'accord, ok, ça va. Ça a été envoyé aujourd'hui. Ils sont signés. Alors je vois notre ami Christophe Marché, notre directeur général adjoint, dont nous ne sommes pas en dehors des clous. Parce que vous savez, il faut être particulièrement prudent, parce que même dans ce milieu, nous avons quelques procéduriers. Voilà, alors ne mettons pas à mal tous les accords que nous avons pu obtenir. Non, ils sont signés, Président. Et en revanche, on a juste ce délai de 15 jours d'opposition. Et donc, vis-à-vis de ce délai purement procédural, il faut faire minimum attention, mais on peut parfaitement communiquer dessus. Oui, mais il faut faire attention. Voilà, c'est bien ce que je disais. On en avait parlé avec ADN, on communique dessus. En revanche, on ne le publie pas, on le publiera que dans 15 jours. Bien, avant que nous passions, parce que j'imagine que d'aucuns s'impatientent pour poser des questions, on va entamer, on va dire, quasiment un des derniers points pour laisser un maximum de temps. Je suppose, Aline, que vous avez beaucoup d'interrogations, de questions? Non, apparemment, on a l'air d'être relativement assez clair et je pense qu'après, justement, quelques-uns se lanceront et prendront la parole. Et le débat sera là. Bon, voilà, on va pas finir, mais on va continuer et je laisse la parole à Aline sur est-ce qu'on peut tenter une définition de la mission d'un président d'un OT? Alors, effectivement, il y a tout un nombre de questions et je laisse à Aline les énumérer. Alors oui, donc en fait, quels sont les droits et devoirs dans le cadre de ces missions réglementaires et qu'y a-t-il à disposition pour exercer ces missions? Donc là-dessus, je vais vous mettre… Pour un président. Pour un président, bien sûr, hein, pour un président. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était très important d'avoir une convention d'objectifs parce que par expérience, à l'époque, quand je suis arrivée à la direction de mon office de tourisme, je n'en avais pas. Et effectivement, ça a été la première des choses. Je me suis retournée justement vers la collectivité en disant il faut absolument que l'on travaille là-dessus, que vous travaillez là-dessus, puisque ça définit en fait véritablement la stratégie à mettre en place et ça donne le fil conducteur sur l'avenir du développement de la stratégie touristique de l'Office de tourisme également et du territoire. Voilà, donc c'est très important. Et donc également, qu'a-t-il à sa disposition donc, pour exercer ses missions? Et puis, là-dessus, il y a différents outils aussi. Et ça, là-dessus, je vous laisserai en parler de tout ce qui est justement outils qui permettent de valoriser l'offre et de tout ce qui est et de qualifier l'offre de son territoire et qui permettent justement à la fois de faire une valeur ajoutée de sa destination. Et ce sont en fait souvent les marques d'État qui doivent être impulsées par la collectivité et donc impulsées par le président de l'Office du tourisme. Je vous laisse, Président, présenter tout cela. Ben écoutez, on va revenir à un point essentiel, c'est le fameux binôme. Hein. Alors le binôme élu-directeur, il est basé sur quoi? Il est basé sur la confiance.
il est basé sur la loyauté et sur la franchise. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas être toujours d'accord. Mais je veux dire par là, il faut savoir, à un moment donné, se mettre autour de la table, dialoguer, exposer. Les objectifs du politique ne sont pas forcément les objectifs du directeur ou de la directrice. Et c'est tout l'enjeu. Mais en même temps, un président ne peut pas faire fi de l'avis du technicien. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Alors, soit on se connaît depuis un certain temps et on n'a pas trop de surprises, mais en même temps, c'est comme un couple. Il ne faut pas tomber dans la routine. Il faut continuer à se surprendre. Parce que c'est une belle chose de se surprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, autant l'élu que le technicien doit à un moment donné avoir cette capacité d'imagination et de dépasser cette fameuse routine. Et c'est-à-dire rien n'est pire que d'avoir, on va dire, des conseils d'administration qui sont bis repetita du précédent. Donc, ça, c'est le premier point, c'est le point fondamental. Et d'autant que toute l'équipe va s'en ressentir, c'est-à-dire si s'aperçoivent que ce binôme fonctionne bien, en général, les choses fonctionnent dans leur ensemble beaucoup mieux. Donc, il y a les droits et les devoirs de chacun. Et puis, il faut savoir se remettre en question. Et moi, j'étais un fervent des études de public. Parce que nous savons tous, et ce n'est pas avec les événements d'aujourd'hui que cela va nous contredire, c'est qu'il y a une évolution de nos publics et des générations. Avant, on parlait de générations tous les 20 ans. Aujourd'hui, les générations nouvelles, dans leur habitude, dans leur fonctionnement, dans les outils qu'ils pratiquent, entre autres le net, etc., fait qu'il y a nécessité d'être non pas seulement en adéquation avec nos publics et notre clientèle, pour employer un mot très simple, mais presque anticiper leurs desiderata. Et je pense que c'est aussi la question que l'on se pose au niveau national comme au niveau régional. Quel sera ce fameux tourisme de demain, un tourisme responsable? Il est évident que l'on ne pourra pas continuer à fonctionner tel qu'on fonctionne aujourd'hui. Et quelle que soit, je dirais, la niche touristique, que ce soit la montagne, la mer, la ruralité et les différentes niches touristiques. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un fort retour et on a vu la progression extrême, énorme de tout ce qui touche à l'itinérance, au sport de plein air, souvent d'ailleurs même des sports individuels de plein air, etc., etc. Et le respect, on va dire, je ne parle pas d'écologie, je parle de responsabilité par rapport à l'environnement. Et je crois que nous avons mission aujourd'hui. Après, il y a une autre dans l'observation, c'est qu'on ne peut pas rester seul dans son coin. Je crois que la territorialité, elle se juxtapose. Vous savez, c'est comme les plaques tectoniques. Suivant la thématique que vous allez élaborer, si vous travaillez sur l'itinérance, vous allez avoir un certain nombre de secteurs avec vous. Vous allez travailler sur le culturel, ça va être d'autres secteurs, d'autres territoires. Vous travaillez sur l'environnement, un autre. Sur la tradition, un autre, etc., etc. Donc, je veux dire, il faut avoir cette polyvalence aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se bat à ADN Tourisme. Et c'est pour ça que nous avons fait la fusion. Parce que les choses ne se limitent pas à des limites administratives, régionales, départementales, communales. C'est-à-dire, quand, mettons, on parle du patrimoine mondial, si je prends un exemple très simple, nous avons fait un accord avec la grotte Chauvet, c'est en Ardèche, c'est la région Rhône-Alpes. Nous avons fait un accord avec Orange, c'est le Vaucluse. Avec le Pont du Gard, c'est le Gard et l'Occitanie. Avec Arles et Marseille et les chemins de Saint-Jacques dans le Gard à Saint-Gilles. Donc, on se rend compte que nous avons fait un accord entre officiers du tourisme et entre gestionnaires de biens sur 3 régions et 5 départements. Donc voilà, je veux dire, il faut avoir cette souplesse, je dirais presque d'esprit, c'est de dire comment on monte des projets de territoire aussi divers et effectivement en ayant un certain nombre de partenaires différents en fonction de l'intérêt que l'on porte à telle ou telle niche. Donc, c'est cette, je dirais, disponibilité, cette curiosité que l'on doit avoir et d'aller toujours en avant. Et donc, arrêtons de faire du nombrilisme et de penser que nous sommes le centre du monde. C'est pas vrai. Aujourd'hui, le touriste, il est là un jour, il est là un autre jour, et c'est à nous de nous battre pour effectivement, quand je parle de ces fameux accords au niveau des sites inscrits au patrimoine mondial, c'est qu'on s'était rendu compte que 25% des gens qui allaient au Pont du Gard étaient venus à Arles, que du Pont du Gard, ils allaient à Orange, etc., etc. Voilà. Donc,
il faut aussi s'appuyer, attention à ce que je dis, c'est qu'il faut s'appuyer aussi sur les structures telles que les agences départementales et les CRT. Mais à un moment donné, nous pouvons, nous, Office du tourisme, être à l'initiative de certains projets et non ne pas attendre qu'on réfléchisse pour nous. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Voilà. Nous sommes quand même, je pense, au plus proche. C'est nous qui connaissons le mieux notre clientèle et l'évolution de notre clientèle. Et donc, nous devons transmettre aux uns et aux autres cette connaissance-là. Voilà, en quelques mots, peut-être j'ai été encore trop long et peut-être trop enthousiaste, mais c'est tellement extraordinaire, je dirais, d'être pas perturbateur, mais d'être promoteur, voilà, promoteur d'idées, pour qu'effectivement nous soyons dans une valorisation de ce territoire qui lui-même change, quel qu'il soit. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Victor parce que lui aussi, il s'est battu autour de son lac parce que ça aurait pu être seulement un lac, on va dire, où on fait du paddle et un peu, je ne sais pas de quoi, de la pêche ou autre. Et il a eu la volonté d'en faire le premier port classé sur un lac artificiel. Ben, je peux vous dire que ce n'est pas rien. À toi, Victor. Merci, Président. Alors, écoute, et après, je dirais juste un mot finalement sur l'image du Président, parce que je crois que cela me touche, puisque l'image d'un Président, c'est le porte-parole public. Il doit, mais lorsqu'il parle finalement de sa structure, un président, pour vraiment réussir sa présidence, il doit ne jamais oublier et reconnaître que l'écosystème, et tu l'as dit tout à l'heure, qui l'entoure, fait partie de la réussite. C'est-à-dire que ce soit bien sûr le directeur qui est le binôme, mais également tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices. Et c'est vrai que c'est là la réussite, je crois, d'une présidence dans les offices de tourisme. Alors justement, tu as parlé de Serre-Ponçon, et si vous le permettez, mes chers collègues, je vais un peu faire la promotion touristique. Mais pas trop longtemps quand même. Hein. Pas trop longtemps, je vois qu'Aline a sorti le chrono. Donc, je dirais tout simplement Serre-Ponçon, 91 km de rive, 11 km de rive aménagée, c'est-à-dire 8 pages publiques détentrices du pavillon bleu. Nous sommes le premier lac, je dis bien le premier lac en Europe à avoir l'agrément des normes AFNOR pour propre en eau douce. Ça, c'est important. Nous avons 3 distributeurs de carburant. Et nous avons plus de 1150 bateaux sur le lac, avec des cales de mise à l'eau, avec des produits pour les eaux grises, les eaux noires, etc. etc. Je crois qu'aujourd'hui, Serre-Ponçon a pris sa vraie, puisque nous sommes aujourd'hui classés, nous sommes le premier lac artificiel classé parmi les grands lacs des Alpes. Ça, c'est un point aussi très qualitatif. Mais tout ça, ça a été le travail d'une équipe, de l'ensemble des petits maires. Je crois que ce qui est la réussite de Serre-Ponçon aujourd'hui, c'est que sur les 11 km d'aménagement, nous n'avons oublié aucun petit village, aucune commune riveraine du lac de Serre-Ponçon. Et c'est ça aujourd'hui la réussite de Serre-Ponçon. Personne n'a été laissé sur le bas-côté. Et c'est cet esprit, j'allais dire, de cohésion, d'union, de fraternité qui nous a amenés finalement à faire de Serre-Ponçon aujourd'hui une reconnaissance nationale. Et vous le verrez d'ailleurs sur RMC Découverte dans le premier trimestre qui arrive, ce on peut faire et on peut penser de Serre-Ponçon. Et voilà, Président, je n'ai pas été long, mais je voulais encore te féliciter parce que c'est vraiment ce que tu as dit, on aurait dit pareil tous les présidents d'office. Alors pour peut-être, si vous me le permettez, pour peut-être aller vraiment dans le sens de ce que vous venez de dire, vous avez insisté tous les deux sur ce rapport avec vos partenaires extérieurs et sur ce travail d'équipe. Et le président tout à l'heure a parlé du tandem directeur-président. Eh bien, finalement, dans les questions dans les questions stratégiques qu'on peut aussi évoquer, on a dit tout à l'heure que le politique déterminait le mode d'organisation, que ce mode d'organisation allait permettre de choisir la structure. Eh bien, ça, c'est la première partie du raisonnement. Et la deuxième partie du raisonnement, c'est que ce même mode d'organisation que le politique a décidé va avoir toute son influence, non pas que seulement sur le directeur et le président, mais surtout l'organigramme de la structure. Vous avez tous les deux parlé de vos techniciens et de vos équipes.
de vos partenaires qui vous ont permis d'amener vos structures là où vous les avez amenées, Arles ou Serre-Ponçon. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est là qu'on va déterminer la répartition des pouvoirs, les délégations de pouvoir, mais aussi les fiches de poste, la répartition des missions de chacun, pas qu'en termes de responsabilité, mais je dirais en termes de presque d'horizontalité, puisque ce sont des techniciens qui travaillent finalement pas forcément dans un schéma purement hiérarchique, parce que dans vos métiers, on est assez peu sur un mode purement hiérarchique, on est dans un mode assez horizontal, opérationnel, je dirais, opérationnel par rapport à la technicité de chacun. Eh bien, c'est cette partie-là aussi qu'on peut mettre en place, qu'on doit mettre en place, mais qui doit être réfléchie au départ par le politique, d'abord par la définition de sa mission, avec son président et son conseil d'administration, qui va s'enrichir de ses partenaires pour, à la fin, déterminer l'organigramme de sa structure ou de ses structures, quand il y en a plusieurs, il peut y avoir des BIT, il peut y avoir, peu importe comment c'est structuré, et avec cet organigramme, la définition des fiches de poste et finalement de l'ensemble du dispositif. Et je vous disais tout à l'heure, tout est à peu près possible puisqu'on se situe pour la plupart d'entre vous en droit privé. En droit privé, ben, on réorganise. Alors, je ne vous dis pas que ça prend 5 minutes. Hein. Modifier des contrats de travail, faire des transferts d'une structure sur une autre, faire des transferts du public au privé avec de la mise à disposition. Mais en tout cas, nous avons les outils dans le Code du travail pour travailler là-dessus et pour vous permettre de réaliser la mission que le politique a décidée. C'est un élément, me semble-t-il, important. Avant de donner la parole je dirais, à la salle, est-ce que Christophe Marché, notre directeur général adjoint, souhaite dire quelques mots au niveau d'ADN Tourisme? Son président l'y autorise. Merci, président. Merci beaucoup. J'étais très sage, mais alors je voulais juste, en tout premier lieu, je voulais souhaiter tous mes voeux à toutes les personnes qui sont à ce webinaire cet après-midi. Et comme vous le disiez, l'année 2020 n'a pas été facile, donc on espère beaucoup, au début de cette année 2020, on espère beaucoup des mois à venir et que l'activité touristique puisse reprendre. Pour le reste, eh bien, ça a été dit aussi par Laurent et ça a été dit par Aline. ADN Tourisme a bientôt 1 an et ADN Tourisme, je crois, a fait la preuve de son positionnement auprès de l'ensemble des membres du réseau. Et donc, bien évidemment, et on continuera à être dans cette position, c'est d'être à vos côtés dès qu'il y a des questions, que ce soit des questions d'ordre juridique avec la plateforme. On a fait un point hier en interne et sachez que le nombre de questions a plus que doublé, hein, puisque nous avions un peu plus de 600 questions l'année dernière et nous en avons eu 1300 cette année. Alors, c'est dire que c'était une année spécifique, évidemment, avec les élections. Christophe, oui. Il faut que tu expliques, parce que peut-être tous les présidents ne sont pas à même informés de ce qu'est cette plateforme, juste en quelques mots, et tout le travail que nous avons mis en place sur l'informatisation de cette plateforme. Oui, avec plaisir. Donc, en fait, c'était dans le cadre de la Fédération Physi-Tourisme de France, au vu des questions que nous avions, des questions juridiques et parfois de la difficulté à suivre ces questions qui émanaient des offices du tourisme, on a souhaité mettre en place un système qui est basé sur l'intelligence, en fait, l'intelligence numérique, puisque c'est une plateforme numérique sur laquelle on pose sa question avec quelques mots-clés. Et ces quelques mots-clés permettent tout de suite d'orienter vers l'un des 2 cabinets qui nous épaulent dans cette démarche juridique, le cabinet Capstan, évidemment, avec Laurent, et puis le cabinet Alchemist. Et donc, l'engagement qu'avait la Fédération Physi-Tourisme de France, mais qui a été transmis à ADN Tourisme, c'était de pouvoir suivre les questions, de pouvoir répondre rapidement dans un délai de 72 heures à peu près, d'avoir un véritable suivi par les cabinets juridiques et donc d'être à vos côtés dans ces questions qui sont souvent un peu complexes, qui peuvent porter soit sur le volet structure, soit sur le volet social. Et donc, on a ces cabinets qui font un travail excellent à nos côtés. Et la meilleure preuve, donc c'est ce que j'évoquais, c'est que le fait de passer de plus de 600 questions à près de 1300 questions est assez révélateur de ce succès. Et donc, nous sommes dans cette démarche juridique comme dans d'autres secteurs. Je pense au secteur de la qualité, par exemple, la mise en place
la démarche qualité, la mise en place des classements pour les offices du tourisme, l'autre outil qu'on est en train de pousser, qui est l'outil pilote, qui permet d'avoir des tableaux de bord pour les offices du tourisme, mais pas que d'ailleurs, pour les comités départementaux aussi bientôt demain et les CRT. Tout ça pour vous dire que en 2020 comme en 2021 et pour les années à venir, et parce que nous avons un président qui, vous l'avez vu, est un président dynamique, eh bien l'équipe d'ADN est et restera à vos côtés, bien sûr dans une configuration un peu particulière, parce que nous ne sommes pas toujours à Paris en ce moment, mais en tout cas toujours à votre écoute. Bien. Aline, est-ce qu'on peut ouvrir le débat? Oui, tout à fait, Président. Oui, tout à fait, Président. Et j'avais une question, justement. Quelles étaient les incidences par rapport aux membres d'un conseil d'administration? Quelles sont les incidences, en fait, de ne pas avoir d'élus dans le conseil d'administration d'un office de tourisme associatif? Est-ce possible? Et là, je me tourne vers Laurent. J'ai tendance à vous répondre que c'est possible, mais les incidences, elles sont plus stratégiques, c'est plus local. C'est difficile de répondre comme ça à une question générale. L'association, quel est le champ d'intervention de l'association? Si le champ d'intervention relève de plusieurs communes, il me paraît déjà au niveau stratégique nécessaire qu'il y ait des élus, puisque, comme on vient de dire, les élus sont les politiques. Les politiques sont ceux qui décident. Donc, ça veut dire qu'on aurait dans une association l'absence des décisionnaires. Donc, déjà, ça me gêne. Je ne sais pas ce que Victor va dire, il est un élu maire, mais Victor, est-ce que ça ne vous semble pas un peu incongru d'avoir finalement une association sans ses élus au conseil d'administration? Oui, bien sûr, Laurent. Et en plus, il ne faut pas oublier quand même le nerf de la guerre, le financement. Et les subventions. C'est vrai. D'apporter l'enveloppe, quoi. S'il n'y a pas un élu, ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'apporte une certaine confiance autour de mes 17 collègues maires en disant, voilà, en tant que premier vice-président chargé de tourisme au sein de l'Interco, je siège, comme d'ailleurs les 17 maires. Un maire de chaque commune représentatif siège dans le conseil d'administration et j'allais dire pour voir où peut aller. Alors, on a une totale confiance en l'office, il n'y a pas de souci, mais je ne vois pas comment un office pourrait tourner sans qu'il y ait les élus, parce que c'est quand même à un moment donné l'Interco qui va mettre de l'argent sur la table. Et oui. Si on comptait que sur les taxes de séjour ou sur finalement l'apport enfin, une facturation privée, dans des secteurs comme les nôtres, mais dans tous les secteurs pratiquement, on ne pourrait pas adjoindre les deux bouts sur le budget. Et c'est là où entre normalement en jeu l'intercommunalité. Et c'est un petit peu, nous sommes un petit peu les garants de l'argent du contribuable sur le développement touristique. Savoir où va l'argent. Effectivement, là, c'est le point faible, on va dire, les points négatifs de l'association. C'est-à-dire que là, je sens qu'il y a peut-être même un conflit. Et s'il y a conflit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'entente entre les élus et l'association, quelle qu'elle soit. En l'occurrence, malheureusement, l'association, c'est celle de l'Office du tourisme. Donc, je pense qu'il y a nécessité de rétablir le dialogue d'une certaine manière. C'est-à-dire, je ne vois pas comment, et ça a été dit soit par Laurent, soit par Victor, une absence, alors soit une absence légale de représentants de la commune, mais au moins d'observateurs en tant qu'élus. C'est-à-dire qu'il y a une participation, puisque, comme l'a dit Victor, obligatoirement, sauf si l'association est totalement indépendante financièrement, c'est-à-dire qu'elle ne dépend d'aucune subvention de la commune, mais il n'empêche quand même qu'il y a un décalage entre la vision, effectivement, de l'association et de son président et des élus. Alors, soit nous sommes uniquement sur une station classée de tourisme. Oui, c'est le cas, Président. Voilà, parce que ça ne peut pas être le cas d'une entité, on va dire, intercommunale. Tout à fait. À mon avis, c'est très difficile. Oui, voilà. Mais juridiquement, si la question était exclusivement juridique, les statuts d'une association sont libres. Donc, effectivement, on n'a pas d'obligation, sauf que dans ces statuts, on va déterminer un périmètre, on va déterminer un objet.
Et si cet objet social n'est pas alimenté par des ressources, ça n'a pas de sens. La question, elle est un peu faussée finalement, parce que d'un point de vue juridique, on va tenter de répondre oui, vous faites ce que vous voulez avec l'association. Bon, c'est ce que je pense. Mais en soi, c'est une réponse un peu stupide parce que très étriquée, puisque sans budget et sans l'essentiel, les dirigeants, puisque quand même dans vos structures, le politique est le dirigeant. Hein. Donc si le politique lui-même mis en place sa gouvernance dans son conseil d'administration, j'avoue que je ne sais pas trop comment fonctionner. Non, mais il est un fait que dans la vie d'association, les cas se sont passés effectivement au lendemain d'élections municipales, puisque souvent, dans le cadre des associations, c'était en général un professionnel qui était président de l'Office du tourisme, qui était proche, on va dire, de la municipalité qui était en place. Municipalité qui n'existe plus, autant se faire se peut peut-être que même le président avait apporté son soutien politique à la liste qui a été battue, parce que bon, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. On n'est pas des enfants de cœur, on n'est pas des perdants de l'année, on sait comment ça se passe. Donc effectivement, il y a une liste, on va dire, d'opposition au sein de la nouvelle association, et effectivement une opposition de la part des nouveaux élus, puisqu'ils ne se reconnaissent pas effectivement dans la représentation de l'association. Donc là, on est au début d'un conflit. Il ne faut pas se leurrer. À mon avis, on est au début d'un conflit. Et donc, il n'y a que, on va dire, une forme de dialogue et d'intelligence dans le dialogue pour qu'on travaille, ce qu'on a dit toujours, dans l'intérêt général. À un moment donné, il faut mettre les trucs sur la table et de dire, bon, on fonctionne comment là? Parce qu'on va être rapidement dans une situation de blocage. Est-ce que ça ne peut pas être, Président, plutôt par rapport à un problème d'ingérence après d'être accusé d'ingérence, justement, en étant à la fois élu et donc attributeur en fait des subventions et à la fois… non mais vous savez, Aline, moi j'ai connu ça il y a 20 ans au sein de la Fédération des offices du tourisme où il y a eu une évolution et Christophe est là pour me contredire si nécessaire. Mais quand vous parliez à un moment donné, il y a 20 ans, des établissements publics industriels et commerciaux, vous faisiez siffler dans la salle des assemblées générales des offices du tourisme. Parce qu'à 90%, c'était un monde associatif, mais de toutes petites structures. Et la loi NOTRe a eu au moins cet avantage, c'est de regrouper, on va dire, tous ces offices du tourisme. Il faut se rappeler quand même que la moyenne des offices du tourisme en équivalent temps plein, c'était 2,5 ou 3, quelque chose comme ça. Et je n'ai aucun a priori. Pour moi, il n'y a pas de petit ou grand office du tourisme. Il y a des offices du tourisme qui doivent mener leur mission, point barre. Mais à un moment donné, il faut que… Moi, je me souviens d'un président d'office du tourisme, c'était dans l'Hérault, qui me disait, moi, mon élu, je l'emmerde. Passez-moi l'expression, il m'a dit ça. J'ai dit… c'est triste, hein, parce que d'abord, je suis élu, ça veut dire que je vois à peu près ce que tu peux penser de moi. Mais ça, c'est fini. Moi, je pense que j'espère qu'aujourd'hui, on est sur ce fameux projet territorial. L'Office du tourisme n'appartient à personne. Il appartient à une entité globale, territoriale, etc., et qu'on a des missions, l'accueil, l'information, etc. On n'est pas là pour faire seulement travailler les 2 restaurants ou les 4 hôtels, ça va bien au-delà de tout ça, même si c'est une partie première importante. Et donc, je pense que, j'espère en tout cas que ce type de situation est vraiment, et si on peut, sans faire aucune ingérence, je me suis gardé toujours de toute ingérence, et surtout politique, et si on peut être des éléments, on va dire, conciliateurs, ou apporter, par le vécu et l'expérience et l'évolution, on va dire, des structures, trouver une solution. Parce que je pense que, malheureusement, j'espère que ça ne va pas se durcir, cette situation. Ok, Président, merci pour ces éclaircissements. J'ai une question également donc, sur le plan financier, donc sur les sources de financement d'un office du tourisme. Donc, quelles peuvent être les différentes contributions financières autres que la taxe de séjour et la subvention communautaire? C'est l'activité économique. Si vous avez une activité de réservation de gîtes, etc., si l'Office du tourisme a une boutique, si vous avez des guides conférenciers avec des visites guidées, voilà. Après, c'est
c'est lié à l'activité, on va dire, globale, sans porter préjudice aussi aux activités privées du… Voilà. Les forfaits touristiques, la vente, oui, de Voilà. je viens de dire, les Boutique. les tours Ouais, opérateurs. la boutique est un élément important, la boutique. Hein. La boutique est un élément important. Et pour certains qui ont des sites, on va dire, classés, etc., les visites de guides conférenciers, et même si aujourd'hui on a une grande préoccupation au sein d'ADN Tourisme sur le statut des guides conférenciers, qui est une question récurrente et d'ailleurs sur laquelle on a interpellé notre amie qui a été élue sénatrice et le conseiller auprès du Premier ministre, M. Englebert, c'est cela? C'est ça, c'est M. Englebert, oui. Voilà. Oui, c'est pour beaucoup, pour des villes comme Nîmes, Orange, tout ce qui touche au patrimoine, entre autres, les visites guidées, c'est quelque chose de très important. Et c'est une ressource non négligeable dans le cadre du budget de l'Office. Merci, Président. Et effectivement, c'est nécessaire aujourd'hui, d'ailleurs, à ce propos, justement, en parlant des plans d'accompagnement transversaux et des collaborations transversales. Là, c'est mon retour en fait de technicienne. Nous déployons effectivement avec la région, nous déployons un dispositif qui accompagne les destinations, donc les offices de tourisme, dans la commercialisation des activités de loisirs. Et effectivement, comme vous le dites si bien, de toute façon, il faut replacer le visiteur et le client au sein du débat. Et effectivement, c'est ce qui fait aussi évoluer les missions d'un office du tourisme. Et aujourd'hui, effectivement, le client attend à avoir véritablement, au-delà du conseil personnalisé, attend également de pouvoir acheter directement ses prestations. Bien. Petite remarque sur les guides conférenciers, on a le sujet qui revient un petit peu là, on a sur, je ne citerai pas les structures, mais on a de nouveau la contestation de la nature du contrat, on avait bien diminué le risque ces derniers temps, on a mis en place avec ADN les contrats d'usage où on essaie d'accompagner les uns et les autres, avec la fédération on avait mis ça en place avec Christophe Marchais l'année dernière, on avait il y a 2 ans, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Attention, à partir du moment où il y en a qui recommencent à contester la nature des contrats, quand vous rentrez dans vos structures, assurez-vous, si vous avez des guides conférenciers, que les règles qu'on vous avait demandé de respecter au sein de l'ADN ont été respectées. Parce qu'on va vous contester la nature du contrat, ce CDD d'usage, mais on va vous contester aussi la répartition de l'horaire. Parce que comme c'est des temps partiels, si vous n'avez pas fait attention à la répartition de l'horaire, ils sont requalifiés à temps complet, ça vous fait courir un risque assez important chez vous. Donc, ça ne fait pas partie des points soulignés dans le webinaire d'aujourd'hui, Président, j'extrapole un peu, mais, mais de la région, qu'on attire leur attention sur ce point-là et qu'ils aillent voir leur directeur, directrice, qui les interroge pour savoir si cette problématique se pose et qu'ils reviennent vers Alid ou vers ADN. D'accord. J'ai une autre question, Président, encore. Quant à un office de tourisme intercommunal, en fait, qui passerait en SPL, quel est le risque pour les communes? Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Ah là, je me tourne vers Laurent, mais je ne vois pas le risque. Mais bon. Non, je n'ai pas de risque particulier. Alors, je ne suis pas assez dans les schémas politiques, mais je ne vois pas de risque particulier dans le changement de structure. On arrive à peu près à tous les gérer, les risques. Quand je vais passer, parce que on est de quelle structure vers quelle autre? L'accueil, c'est SPL, et la structure de départ, c'était quoi? Tu m'as dit, Aline? Un office de tourisme intercommunal qui passerait en SPL. Quel est le risque pour les communes? Donc, oui, mais l'office du tourisme intercommunal, il est géré comment? Pour les communes, en fait, c'est pas ça, c'est simplement par rapport, quel est le risque pour les communes, par rapport aux communes qui n'auraient pas à vendre et qui étaient gérées en association. Voilà. Parce que la question se termine. Ah, d'accord. Je passe d'association. En fait, je fais une fusion de plusieurs associations vers une SPL. Je vois zéro risque. Puisqu'au contraire, dans la SPL, vous allez équilibrer le conseil d'administration en fonction des pouvoirs que vous voudrez donner à chacune des communes. J'ai 3 associations avec une qui est très grosse et 2 petites, et je vais équilibrer. Je vais donner 60% de parts à l'une et 20% aux 2 autres. Ou l'inverse, vous ferez ce que vous voudrez. C'est ce que disait notre président tout à l'heure, ça dépend de l'accord que vous avez.
Ça veut dire qu'on discute d'abord, on s'entend, et ensuite on a tracé les lignes avec des communes qui sont les associés d'une SPL et qui vont pouvoir l'animation de l'ensemble du territoire des 3 communes. Je ne vois pas de risque particulier comme ça, vu comme ça. D'accord. J'ai une autre question, là je vais voir qui peut y répondre. Comment vous positionnez-vous en termes d'aide juridique au SPL vis-à-vis de la Fédération des EPL? Est-ce que vous avez des retours d'expérience par rapport à ça? Donc, comment vous positionnez-vous en termes d'aide juridique aux SPL, voilà, vis-à-vis de la Fédération des EPL? Oui, alors je vais donner un début de réponse qui n'est peut-être pas la totalité de la réponse. Mais vous avez une fédération des EPL qui est une fédération qui recouvre tout un ensemble d'activités différentes et qui ne sont pas forcément liées au tourisme. EPL, précisez EPL. Ouais. Oui, donc des établissements publics, des locaux. Voilà. Ça. Et donc, ces EPL portent sur des domaines qui sont très différents les uns des autres. À l'inverse, vous avez notre fédération, donc ADN Tourisme, qui ne gère que des problématiques et des structures qui sont directement concernées par l'activité touristique et par son développement. Donc, nous avons fait en sorte que les 2 cabinets dont je vous parlais tout à l'heure, dont l'un se trouve avec nous avec la présence de Laurent cet après-midi, soient en capacité de répondre aux questions spécifiques des SPL qui sont sur le volet tourisme. Alors, il n'y a pas, ne voyez pas à travers mes propos de rivalité quelle qu'elle soit entre les deux fédérations, puisqu'il se trouve qu'en fait, nous sommes de temps à autre, nous sommes amenés à échanger sur un certain nombre de sujets. On parlait tout à l'heure de la taxe de séjour, par exemple. Eh bien, c'est un sujet qui a donné lieu à des échanges entre ADN Tourisme et la fédération des EPL. Mais voilà, vous avez d'une part une fédération qui est assez large dans son approche et puis une fédération qui est spécifique avec toutes ses particularités en termes de statut juridique qui est spécifique au volet tourisme qui est ADN. Est-ce que la réponse satisfait celui qui a posé la question? Oui, j'ai un oui avec plusieurs i, donc moi c'est aussi, bon. C'est bien. Ouais, j'apprécie le oui. Oui, très bien. Merci pour ce oui enthousiaste. Y a-t-il d'autres questions, Aline? Je ne vous entends pas, Aline, vous avez coupé votre micro. Pardon, je n'ai pas d'autres questions. Par contre, si quelqu'un veut prendre la parole, il suffit qu'il active son micro et il peut prendre effectivement la parole. Alors, je salue la présence de Jérôme Ferton, nouveau président de l'Office du tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer. Alors, il a une spécificité, c'est qu'il n'est même pas saintois. C'est rare, hein? C'est rare. C'est une première. Merci, Président. Je suis quand même saintois de souche, mais je suis en pleine Camargue et la Camargue est partagée entre Arles et les Saintes. Je suis à la frontière, dans un no man's land. Donc, oui. Voilà, je fais le lien, comme on dit. Je fais le lien. Et du reste, j'avais juste une petite question. En cas de regroupement d'un office de tourisme qui est en association, quid du rôle et des membres du conseil d'administration? Comment vont-ils pouvoir garder leur souplesse et intervenir sur ce regroupement? S'il y a un regroupement en tant qu'office du tourisme communautaire, c'est ça la question? Communautaire, tout à fait, oui. Là, vous avez toute liberté quand vous allez organiser la structure, d'organiser la nouvelle structure avec la répartition au sein du conseil d'administration du nombre de membres et la gouvernance. Vous avez ils peuvent conserver tout à fait leur rôle. C'est pas tant un problème juridique qu'un problème de pouvoir et politique au départ. Ce que vous allez vouloir mettre en place, on pourra le mettre en place au niveau technique et juridique, parce qu'on le répartira au sein des différents membres du bureau. Donc, ça ne posera pas de difficultés spécifiques. Par contre, il faut vous mettre d'accord au départ. C'est au début qu'il faut, dans vos conseils d'administration, tomber d'accord. Mais effectivement, la difficulté que rencontre Jérôme aujourd'hui, c'est que le personnel de l'Office du tourisme communal des Saintes-Maries-de-la-Mer est un personnel mis à disposition issu d'une SEM, je crois. C'est cela, Jérôme? Tout à fait, c'est mis, oui.
Et donc, effectivement, se posera la question du transfert ou non, de l'acceptation de l'ensemble du personnel, si effectivement se fait ce regroupement au niveau intercommunal sur la communauté d'agglo Arles-Cros-Camargue-Montagnette. Et d'ailleurs, oui, la fédération régionale avait été sollicitée il y a 2 ans, je crois, sur la réalisation de cet office communautaire. En fait, il y avait une spécificité, c'est qu'il n'a pas de lieu spécifique. C'est-à-dire que l'office communautaire de la Com d'Agglo, dans la mesure où Arles avait gardé sa compétence tourisme, avec un véritable office du tourisme comme les Saintes-Maries de la Mer, existait un bureau à Saint-Martin-de-Crau et un bureau à Tarascon. Et donc, il est un fait que suite aux dernières élections, il se peut, je ne lis pas dans le marc de café, qu'effectivement, il y ait une volonté de la ville d'Arles de transférer sa compétence à la Com d'Agglo, et à ce moment-là, il y a une réflexion qui va se poser sur la concrétisation d'un office du tourisme communautaire, avec l'intégration dans cet office communautaire, on va dire, du bureau des Saintes-Maries de la Mer, qui restera bien sûr office du tourisme, dans son appellation, je dirais, de marque, mais que administrativement, ça ne sera plus qu'un bureau. Mais l'exemple aujourd'hui de l'ensemble sur nos territoires fait que tous les offices ont gardé le terme office du tourisme, parce qu'on a cet avantage, c'est qu'office du tourisme, c'est une marque reconnue par tous, et on ne va pas s'amuser à se tirer une balle dans le pied en faisant, on va dire, de la surenchère. Ah non, mais l'office du tourisme, il n'est plus qu'à tel endroit. Non. Voilà. Mais le personnel, il est dans quelle structure, là? Il est dans une association? Dans une SEM. Alors, il vient de la SEMIS, donc de la SEM. Il est mis à disposition à l'association, et l'association, eh bien, va payer la facturation avec la subvention de la mairie. Exactement. Et l'activité de l'association, l'activité tourisme, la compétence tourisme, elle est dans la SEM ou elle est dans l'association? Elle est dans l'association. Oui, en fait, on a historiquement un montage un peu curieux d'un personnel d'une SEM vers une association, alors que ce personnel devrait appartenir à l'association. Donc, je ne peux pas faire un transfert 1224E en disant je transfère l'activité de la SEM à l'association et comme ça, c'est d'ordre public, je transfère le personnel sans souci. C'est un peu compliqué puisque le fonds de commerce, qui est la compétence tourisme, est déjà dans l'association, alors que de notre côté, cette association n'a pas de personnel. Ça serait au sein de la SEM, le règlement de ce personnel, soit par transfert volontaire de contrat de travail vers la structure associative, essentiellement par transfert volontaire, et puis à défaut, si le personnel refuse cet élément, soit il reste dans la SEM, soit il est licencié pour motif économique en raison du refus de la modification de son contrat. Oui, c'est ce que j'avais compris, hein, de toute façon. Voilà, c'est un peu ça le dispositif, mais c'est vrai que de manière permanente d'avoir du personnel mis à disposition, c'est pas sain, et juridiquement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque normalement, que ce soit le détachement ou la mise à disposition, c'est dans des perspectives déterminées. Oui, de contrat. Il y a des contrats. Il y a des contrats. Dans la mise à disposition, il y a un contrat, dans le détachement aussi. Donc, normalement, ça devrait avoir une fin à un moment. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont changer, ça c'est évident. Donc, on va vous nous contacterez à ce moment-là. Exactement. Jérôme, on est à tes côtés, Jérôme. On est à tes côtés. On va avoir besoin de vous, mais de toute façon, ça sera quand même une volonté du conseil municipal et nous, on va juste les aiguiller, mais c'est eux qui décideront à la fin quand même. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, et au plaisir d'avoir pu converser avec vous et à très bientôt, j'espère. Ben oui, Jérôme. Aline. À très bientôt, de toute façon. Oui. Aline. Alors, j'ai une autre question, mais là-dessus, on va la trouver sur je répondrai en privé parce que je n'ai pas les éléments, mais je crois que je l'ai mis sur la slide, il me semble. Sur les 104 offices de tourisme, là, ce n'est pas les 104, il y en a même 135. Quelle est la répartition des différentes formes juridiques? Donc, là-dessus, je répondrai par rapport aux éléments que l'on a.
sachant qu'au niveau de la fédération, cette année, on va renouveler notre diagnostic social et du réseau. Et donc, du coup, on va reposer les questions à chacune des structures pour avoir l'information. À ce jour, pas tous ne m'avaient même répondu. Donc, il n'y a pas de souci. Christine Briand, je reviens vers vous. Bon, en tout cas, à travers cette question, je voudrais quand même vous inciter les uns et les autres. Je sais que c'est une surcharge pour vos équipes de répondre toujours à des enquêtes. Entre autres, sur le Covid-19, nous avions lancé « Quelles dispositions avez-vous prises pour votre office du tourisme pour cette seconde vague ?» dont on a eu 53 réponses, ce qui correspond quasiment à l'ensemble des participants d'aujourd'hui, à quelque chose de près. Mais c'était très intéressant. Dans le style de question, avez-vous fermé votre accueil au public? Avez-vous fermé vos bureaux administratifs? Avez-vous mis, etc., etc. Donc, je vous incite, mais vraiment avec fermeté, parce que pour nous, c'est très important parce qu'on fait remonter ça au niveau national. Et d'abord, c'est de démontrer que notre fédération régionale est dynamique et qui plus est, c'est normal puisqu'elle étant la deuxième région touristique de France, mais c'est de toujours être en adéquation avec notre outil. Et vous êtes l'outil. Et donc, il est important pour nous de savoir comment fonctionne l'outil, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, et n'importe comment. Si on ne peut pas vous répondre au niveau de la fédération, on vous répondra au niveau de la fédération nationale avec ADN Tourisme. Parce qu'il y a toujours un vécu, une expérience quelque part qui correspond à la question posée. Voilà. Mais faut-il encore avoir, pour répondre aux questions, un certain nombre d'éléments? Et donc, je vous invite vraiment de tout cœur à participer, je dirais, à la vie de notre fédération. Président, c'est vrai aussi au niveau national. Oui. À solliciter un certain nombre de reprises les offices de tourisme de l'ensemble du territoire et pour qu'on puisse faire porter la parole justement de nos structures, eh bien, on a besoin d'avoir le retour terrain et plus l'on a de réponses, plus l'on est fort dans les argumentations que l'on peut apporter. Donc, il est important vraiment que vous répondiez aux questionnaires. Alors, on essaie de ne pas vous bombarder de questionnaires, mais de temps en temps, et pour pouvoir faire parler de nous, on a besoin aussi d'avoir ce qui se passe sur le terrain. Donc, merci à l'avance de prendre soin des questionnaires qui vous sont envoyés tant par la fédération régionale que par la fédération nationale. Aline, y a-t-il d'autres questions? Alors, non, simplement, juste je précise à Christine Briand, c'est le 3e carré violet qui était donc sur les statuts, la répartition des statuts juridiques au niveau des offices de tourisme de la région. Ça, c'était les sources donc, que l'on avait issues du diagnostic social que l'on avait fait en 2018. Donc, effectivement, cette année, on va relancer un diagnostic social puisque à l'époque, il y avait encore des structures qui n'avaient pas basculé qui étaient en réorganisation par rapport à la nôtre et donc du coup qui n'avaient pas finalisé leur organisation. Donc voilà, on aura un peu plus d'éléments et on pourra comparer les 2021 avec 2018. Où cette fois-ci, je pense que nous avons une cartographie quand même au niveau régional qui est beaucoup plus parlante et qui est la véritable photographie des fonctionnements des offices de tourisme aujourd'hui en région. Donc, pas d'autres questions, présent. Bien, ben écoutez, y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Ben, je tiens à remercier… Président, oui. Est-ce qu'on a été suffisamment complet, Président, ou est-ce que vous souhaitez les uns et les autres qu'on revienne sur certains points qu'on a évoqués? Bon, il y a les slides, tout ça, mais… Si je peux me permettre, j'ai encore une question. Je vous la pose. Les villes à forte affluence touristique se trouvent proportionnellement affaiblies financièrement avec la crise sanitaire. La mise en chômage partiel ne suffit pas et nécessite d'avoir recours à des PGE. L'État semble se retourner vers les collectivités territoriales pour régler ce problème financier, mais les villes sont aussi affaiblies. Est-il prévu des aides de l'État? Est-ce que vous avez vu ça? Non, pas sur ce domaine-là. La difficulté qu'on a, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure sur le chômage partiel. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des aides qui sont accordées dans le cadre des subventions, particulièrement pour les EPIC, mais même pour les associations, et de l'autre des aides au titre du chômage partiel. La difficulté, c'est comme vous avez déjà établi votre budget, vous dites après, j'ai établi mon budget et je demande des aides à côté.
Je pense que là, c'est un peu compliqué et c'est peut-être dans les interventions qu'on pourra faire au niveau national de faire remonter les difficultés qu'ont nos structures compte tenu du nombre d'emplois, puisqu'on est quasiment à 12 000 emplois sur l'année en équivalent temps plein. Peut-être que là, on a un président, un rôle à jouer, mais plus politique que Absolument. Technique, parce que techniquement, pour l'instant, il n'y a pas d'aide. Mais vous savez, ça va très vite et c'est un peu l'objectif des webinars que met en place Christophe régulièrement, où on essaie de vous informer au niveau d'ADN national et bon, on peut en faire aussi au niveau Mais il est évident que si cela, y a des cas spécifiques, j'invite ces villes à nous faire remonter leurs problématiques, puisque ayant aujourd'hui une facilité d'entretien, que ce soit avec Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État au tourisme, avec qui nous avons d'excellentes relations, que ce soit d'ailleurs aussi avec Monsieur Engelbert, qui est le conseiller auprès du Premier ministre et du Président de la République du tourisme, que nous avons rencontré en début de semaine et qui nous a dit de faire remonter toutes les problématiques qu'il rencontre. Et entre autres, nous avons fait remonter un certain nombre de problématiques et j'ai vu qu'il y avait notre ami Claude de Saint-Tropez et on a évoqué la situation de Saint-Tropez, entre autres. Donc, n'hésitez pas, que ce soit par le biais d'Aline ou auprès de Christophe Marché, de nous signaler les faits, parce que ce qu'on s'inquiétait aussi, c'était des interprétations des différents services de l'administration française, que ce soit au niveau départemental ou régional, et en particulier la directe, qui fait que certains font du zèle et interprètent différemment les textes. Alors, c'est vrai qu'ils ont une intelligence supérieure à la nôtre, parce que moi, je suis très basique, je lis la loi et puis j'applique la loi, mais eux, ils se permettent de l'interpréter, et ce qui fait qu'on arrive à des choses aberrantes où il suffit de passer la frontière d'un département où vous avez des aides accordées aux uns et refusées aux autres. Donc, là-dessus, et même auprès des comités stratégiques animés par... c'est pas comité stratégique, Christophe, c'est comment là, les réunions du mardi? Le comité de filière tourisme. Le comité de filière touristique, nous faisons remonter cela en permanence. Donc, ne vous gênez pas. Et d'ailleurs, pour moi, ça sera, puisqu'il n'y a plus de parole, les mots de la fin et la conclusion. Vous êtes les éléments majeurs de la fédération. Nous sommes à votre entière disposition et nous pouvons être efficaces si nous communiquons entre nous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et je vous invite, alors je vais faire un peu de publicité à la fédération, puisque la fédération régionale aura son assemblée générale au mois de Aline. Nous n'avons pas arrêté la date encore. Avril-mai. Oui, Avril-mai. voilà, en sachant qu'on a un gros événement fin mai, qui est le CM11. Voilà. Donc, du coup, on la fera et qu'il y a de nouvelles élections au sein de notre conseil d'administration par rapport aux différents collèges. Donc, Aline est à votre entière disposition si vous méconnaissez les statuts de notre fédération, ce qui serait logique et normal. Et donc, si vous voulez participer, parce qu'il y a une représentation équitable entre techniciens et élus et entre départements, hormis une liste bloquée, donc où l'ensemble des 6 départements de la région PACA sont représentés, plus effectivement un certain nombre d'institutionnels, que ce soit les départements au titre des agences départementales et les 2 CRT qui sont représentés par leur président. Voilà, en tout cas, merci à vous, merci d'avoir été aussi nombreux, puisque c'est un vrai succès, puisque c'était quasiment plus d'un tiers de l'ensemble des offices du tourisme. Et puis, je ne peux que me permettre de me répéter, nous sommes à votre entière disposition et je remercie tout particulièrement mon ami Victor dans son emploi du temps très chargé, puisqu'il inspecte les dizaines et centaines de kilomètres de rive du lac de Serponçon tous les jours à pied. Et là, il a dérogé à la règle. Merci Victor. Merci à Laurent, qui est un élément majeur de la vie de notre fédération, qu'elle soit régionale ou nationale. Merci à Christophe et merci à Aline et à toute son équipe, à Marraine, à Marie, à Isabelle, etc., du travail que vous avez fait. Et merci à vous tous de votre présence. Voilà.
Je vous souhaite une bonne après-midi et gardez-vous bien, surtout, protégez-vous. Comme on dit en Provence, si on n'est pas plus, qu'on ne soit pas moins, quoi. Voilà. Hein? Voilà. À très bientôt. Je vous fais, et exceptionnellement, je vous fais la bise. Voilà, parce que là, par personne, par écran interposé, on risque rien. Donc, à vous tous, je vous fais une bise. Aux hommes comme aux femmes. Mais je préfère un peu les femmes, quand même. Voilà. Ciao, ciao. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.